Regardez bien ce tas de planches pourries, Éléonore. C'est ici que s'arrête votre lignée. C'est ici que le monde vous oubliera enfin. » La voix d'Hector était aussi tranchante qu'un rasoir, dépourvue de la moindre trace de pitié. Le claquement sec de la porte de la calèche résonna contre les parois rocheuses de la montagne, suivi par le rire étouffé des valets de pied. Éléonore de Valmont se tenait là, immobile, tandis que les roues de la voiture s'enfonçaient dans la boue noire et épaisse, l'éclaboussant sans ménagement. Sa robe de satin noir, symbole d'un deuil qui ne semblait jamais finir, était déjà ruinée, collant à ses jambes comme une seconde peau de chagrin. Elle ne dit rien. Elle ne cria pas. Elle regarda simplement les chevaux s'éloigner, emportant avec eux tout ce qu'elle avait connu, son confort, son titre, et cette illusion de sécurité que son défunt mari lui avait promise. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce récit, car ce que cette femme va découvrir dans les décombres de sa propre vie dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Avant de poursuivre, dites-moi dans les commentaires, jusqu'où iriez-vous pour récupérer ce qui vous a été volé? Donnez une note à cette histoire de 1 à 10 au fur et à mesure de votre écoute, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos chroniques de destinées brisées et retrouvées. Votre soutien est ce qui permet à ces voix du passé de continuer à résonner. Le silence qui suivit le départ de la calèche était plus lourd que le vacarme des roues. Éléonore tourna lentement la tête vers la structure qui se dressait devant elle. Ce n'était pas une demeure, c'était une insulte. Un vieux chalet d'alpage, accroché au flanc de la montagne comme un parasite à une bête mourante. Le bois était noirci par l'humidité, les tuiles de bois s'effritaient sous le poids d'une brume qui semblait ne jamais vouloir se lever. Les montagnes de la Haute-Savoie, en cette année 1885, n'offraient aucun réconfort. Elles étaient des géantes de pierre, observant avec mépris cet aristocrate déchu. Hector, son beau-frère, avait tout orchestré avec une précision chirurgicale. En invoquant une prétendue folie née du chagrin, il avait convaincu les juges de Lyon de le nommer tuteur des biens des Valmont. En une signature, Éléonore était passée de maîtresse d'un empire industriel à une paria exilée dans les nuages. Elle serra contre son cœur la clé rouillée qu'il lui avait jetée au visage. C'était son seul héritage, disait-il. Un refuge pour les âmes perdues. Mais Éléonore n'était pas encore perdue. Elle s'avança, ses bottines fines s'enfonçant dans la terre détrempée. Chaque pas était une lutte, chaque souffle une brûlure dans sa poitrine. Elle poussa la porte du chalet. Le gémissement des charnières ressemblait à un cri d'agonie. L'odeur à l'intérieur était celle de la poussière ancienne et du délaissement. Il n'y avait rien ici hormis quelques meubles mangés par les vers et une cheminée béante qui semblait aspirer le peu de lumière qui filtrait à travers les vitres encrassées. Un bruit sourd, provenant de l'écurie attenante, la fit sursauter. Un battement de sabots lent et régulier. Éléonore contourna la cloison de bois pour découvrir ce que son beau-frère appelait sa monture. Là, dans la pénombre d'un box trop étroit, se tenait un percheron massif. Sa robe autrefois grise était couverte de croûtes de boue séchée. Ses côtes saillantes témoignaient de mois de négligence. Mais ce furent ses yeux qui brisèrent le cœur d'Éléonore. Ils étaient d'un blanc laiteux, opaque comme des perles de brume. Le cheval était aveugle. Il tourna la tête vers elle, ses naseaux frémissants, cherchant une odeur qu'il ne connaissait pas. Il était le miroir de sa propre existence, un être puissant, noble, réduit à l'inutilité et condamné à finir ses jours dans l'obscurité. À quelques kilomètres de là, dans le creux du vallon, la forge de Gabriel crachait ses dernières étincelles de la journée. Gabriel n'était pas un maréchal ferrant ordinaire. Ses mains, bien que calleuses et marquées par le feu, possédaient une précision que peu d'artisans pouvaient revendiquer. Ancien clerc de notaire à Lyon, il avait passé 15 ans de sa vie à rédiger des actes de vente, des testaments et des contrats. Il avait vu de ses propres yeux comment l'encre d'une plume pouvait détruire des familles entières, plus sûrement qu'un boulet de canon. Un jour, il avait vu une injustice de trop. Un testament falsifié, qu'il n'avait pu dénoncer sans risquer la prison. Il avait tout plaqué, fuyant la corruption de la ville pour le silence des montagnes, préférant la franchise du fer brûlant aux mensonges des hommes de loi. Les villageois le craignaient autant qu'ils le respectaient. On disait qu'il savait parler aux bêtes et que ses onguents pouvaient guérir ce que les médecins de la ville abandonnaient. Ce soir-là, le maire du village,
Un homme gras et servile qui avait reçu ses ordres de la ville vint le trouver. « Gabriel, il y a une bête là-haut, au vieux chalet des Valmont, un vieux percheron aveugle. Il faut en finir. On ne peut pas laisser une telle charogne encombrer le domaine. Monte demain matin avec ton merlin. » Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il rangea ses pinces, fixa le maire de son regard sombre, puis hocha la tête. Pour lui, abréger les souffrances d'un animal était un acte de miséricorde, bien loin de la cruauté gratuite des hommes de pouvoir. Mais il ignorait encore que ce n'était pas seulement une bête qu'il allait trouver là-haut. Le lendemain, alors que la brume enveloppait les sapins comme un linceul gris, Gabriel entama l'ascension. Le chemin était rude, escarpé, mais il marchait d'un pas assuré, portant son sac d'outils sur l'épaule. Arrivé à la lisière du terrain des Valmont, il s'arrêta. Il s'attendait à voir une bâtisse abandonnée, le silence de la mort. Au lieu de cela, il vit une silhouette. Éléonore était agenouillée dans la boue de l'écurie. Elle n'avait plus son corset, ni son chapeau. Ses manches étaient retroussées, révélant des bras fins mais tendus par l'effort. Avec un morceau de bois plat et une vieille brosse qu'elle avait trouvée dans un coin, elle frottait avec acharnement la robe du percheron. Elle lui murmurait des mots doux, des mots qu'on adresse à un enfant ou à un amant. Le cheval, Balthazar, restait immobile, la tête basse, semblant s'abreuver de cette présence humaine inattendue. Gabriel resta interdit. Il avait vu des aristocrates en ville, des femmes qui s'évanouissaient à la vue d'une goutte de sang ou qui refusaient de marcher sur un trottoir sale. Mais cette femme, il y avait dans ses yeux une fureur contenue, une dignité qui refusait de plier. Elle ne pleurait pas. Elle se battait. « Il est condamné, madame », lança-t-il d'une voix rauque. Éléonore sursauta et se redressa. Elle essuya son front d'un revers de main, laissant une traînée de poussière sur son visage pâle. Elle dévisagea Gabriel, cet homme massif aux épaules larges et aux mains noires de suie. Elle ne montra aucune peur. « Qui vous envoie » demanda-t-elle, la voix ferme. « Le village. Ils pensent que cette bête est un fardeau. Je suis venu pour l'abattre. » Éléonore fit un pas devant le cheval, comme pour faire rempart de son propre corps. « Vous ne toucherez pas à Balthazar. Il est tout ce qu'il me reste. S'il est un fardeau, alors je le porterai. Mais il ne mourra pas aujourd'hui, ni demain. » Gabriel s'approcha lentement. Il vit les yeux du cheval, ce blanc laiteux qui ne reflétait plus le monde. Il vit aussi les mains d'Éléonore, rouges d'irritation, et cette clé rouillée qui pendait à son cou. Il reconnut immédiatement ce que c'était, une paria, comme lui, mais une paria qui n'avait pas encore appris à se soumettre. « Vous ne savez pas ce que vous dites, » reprit Gabriel, un peu moins durement. « Il ne peut pas travailler. Il ne voit pas où il pose les sabots. Dans ces montagnes, un cheval aveugle est un cheval mort. Et vous ne survivrez pas une semaine ici si vous gardez cette bouche de plus à nourrir. » Éléonore soutint son regard. « J'ai passé ma vie entourée de gens qui voyaient très bien, monsieur, et pourtant, aucun d'eux n'a vu la trahison qui se tramait sous mon toit. Ce cheval a peut-être perdu la vue, mais il a plus d'âme que tout le conseil d'administration de la ville de Lyon. Si vous êtes venu pour tuer, vous pouvez repartir. Mais si vous avez un tant soit peu de cœur sous cette cuirasse de fer, aidez-moi à le soigner. » Gabriel sentit quelque chose s'éveiller en lui. Une étincelle qu'il croyait éteinte depuis ces années passées dans les bureaux poussiéreux de la Basoche. Cette femme, jetée au loup par sa propre famille, refusait de lâcher une bête aussi brisée qu'elle. C'était absurde. C'était héroïque. « Je m'appelle Gabriel, » dit-il enfin en posant son sac au sol. « Je ne promets rien pour ses yeux, mais je peux regarder ses sabots. S'il doit rester debout, il lui faut des bases solides. » Pendant les heures qui suivirent, le forgeron et la veuve travaillèrent ensemble dans le silence de l'écurie. Gabriel s'occupa des pieds du cheval avec une douceur surprenante, tandis qu'Éléonore continuait de nettoyer sa robe. Petit à petit, sous la crasse, le gris pommelé de Balthazar réapparut. Le cheval semblait comprendre. Il ne bougeait pas, son souffle chaud venant parfois caresser l'épaule de Gabriel. « Pourquoi vous ont-ils envoyé ici ?» demanda Gabriel sans lever les yeux de son travail. « Mon mari est mort, il y a 6 mois, » répondit-elle d'une voix monocorde. « Une fièvre soudaine, ont-ils dit. Hector, son frère, m'a toujours convoité les usines. Il a payé des médecins pour dire que j'avais perdu la raison. Il a payé des notaires pour que mon contrat de mariage disparaisse. Il m'a jeté ici en pensant que la solitude m'achèverait.
Gabriel s'arrêta, un outil à la main. Les notaires, ils sont doués pour faire disparaître la vérité sous des couches de latin et de cire rouge. J'en sais quelque chose. Il leva les yeux vers elle. Vous savez, Madame de Valmont, ce chalet n'est pas n'importe quel refuge. Votre mari, Philippe, venait souvent ici autrefois. Le village s'en souvient. On disait qu'il aimait ses hauteurs pour le silence, mais je pense qu'il y avait autre chose. Un homme comme lui ne garde pas une ruine par pur sentimentalisme. Éléonore fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Je veux dire que dans ce monde, rien n'est jamais vraiment perdu. C'est juste caché. Le soir tombait sur la montagne, une obscurité dense qui semblait vouloir engloutir le chalet. Gabriel s'apprêtait à redescendre au village quand Éléonore le retint par le bras. Ses doigts étaient froids. « Gabriel, merci. » Il hocha la tête, mais son visage restait grave. « Ne me remerciez pas encore. Le maire reviendra. Hector de Valmont ne vous a pas envoyé ici pour que vous réussissiez. Il attend que vous renonciez. Faites attention à ce que vous mangez et surtout, ne faites confiance à personne, pas même au curé. » Après son départ, Éléonore se retrouva seule avec Balthazar. Elle alluma une petite lampe à huile dont la mèche grésillait. Le vent s'engouffrait dans les fentes des murs, faisant danser les ombres sur le sol. Elle avait faim, elle avait mal, mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus comme une victime. Elle s'approcha de la mangeoire de Balthazar pour y verser le peu de grain que Gabriel lui avait laissé. En passant sa main sur le bois vermoulu du fond de la mangeoire, elle sentit une aspérité, quelque chose qui ne ressemblait pas à une fente naturelle du bois. Elle retira le grain, gratta la poussière de foin, et ses doigts rencontrèrent une rainure métallique. Son cœur se mit à battre violemment. Elle pressa, tira, mais rien ne bougeait. Elle prit alors la clé rouillée qu'elle portait au cou. Elle n'avait pas encore trouvé la serrure correspondante dans la maison. Elle l'inséra dans une petite fente qu'elle venait de dégager. Un déclic sec retentit. Le double fond de la mangeoire bascula, révélant une boîte en fer blanc, scellée par le temps et l'humidité. Éléonore la sortit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, protégée par un linge ciré, se trouvaient des piles de lettres et des documents officiels portant le sceau de la préfecture de Lyon. Elle ouvrit la première lettre. C'était l'écriture de Philippe, son mari. Mais ce n'était pas une lettre d'amour, c'était un avertissement. Si tu lis ceci, Éléonore, c'est que mon frère a réussi l'impensable. Mais sache une chose, il ne possède rien. Les usines, les terres, les comptes, tout cela a été bâti sur ta dot, sur l'héritage de ton propre père que j'avais protégé par un acte secret avant que la maladie ne m'emporte. Hector n'est qu'un usurpateur, les preuves sont ici, mais prends garde, car le système qu'il a acheté est vaste. Éléonore s'effondra sur le sol de l'écurie, serrant la boîte contre son sein. Elle n'était pas folle, elle n'était pas pauvre. Elle était la proie d'un complot bien plus vaste qu'une simple querelle de famille. Elle regarda Balthazar, qui semblait l'observer de ses yeux aveugles. Le cheval frappa le sol du sabot comme pour l'encourager. Le combat ne faisait que commencer. Elle n'était plus la veuve éplorée qu'on jette dans la boue. Elle était Éléonore de Valmont, et elle venait de trouver l'arme qui allait détruire Hector. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas y arriver seule. Elle avait besoin du forgeron. Elle avait besoin de l'homme qui avait lui aussi été brisé par la loi. Au loin, dans la brume, on entendit le cri d'un rapace. Le silence de la montagne était trompeur. Sous la surface, la vérité bouillonnait, prête à exploser comme la foudre sur les sommets. Éléonore se releva, rangea précieusement la boîte sous sa robe déchirée et regarda vers le chemin par lequel Gabriel était parti. Demain, elle ne se contenterait pas de brosser un cheval. Demain, elle commencerait à forger sa vengeance. La lueur de la petite lampe à huile vacillait, projetant des ombres monstrueuses sur les murs de bois brut. Éléonore restait assise sur la paille, les documents étalés devant elle comme les pièces d'un puzzle macabre. Chaque ligne lue était une morsure de plus dans son cœur, mais aussi une pierre ajoutée à l'édifice de sa résolution. Les lettres de Philippe n'étaient pas seulement des preuves, elles étaient le cri d'un homme qui se savait condamné. Il y décrivait comment Hector, son propre frère, avait commencé à détourner des fonds bien avant que la maladie ne frappe. Il y expliquait que la dot d'Éléonore, cet héritage colossal venu de son père, n'avait jamais été intégré à la communauté de biens des Valmont, mais mise de côté, protégée par un acte notarié secret
dont l'original se trouvait désormais entre ses mains tremblantes. Mais la réalité du matin vint brutalement briser ce moment de révélation. La vie dans les hauteurs ne se nourrissait pas de papiers et de secrets. Éléonore se réveilla avec les membres engourdis, le ventre tiraillé par une faim qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les maigres provisions laissées par les valets d'Hector étaient presque épuisées. Lorsqu'elle sortit du chalet pour puiser de l'eau au puits gelé, elle vit au loin les fumées du village de Saint-Guérin qui s'élevaient paresseusement. Elle s'y rendit à pied, espérant troquer un petit bijou qu'elle avait réussi à cacher dans sa doublure contre de la farine et du lard. L'accueil fut plus tranchant que le vent des cimes. En traversant la place de l'église, elle sentit les regards peser sur elle comme des pierres. Les femmes détournèrent la tête, ramenant leurs enfants vers elle, comme si Éléonore portait la peste. Les hommes s'arrêtaient de parler, l'observant avec une curiosité malsaine. Lorsqu'elle entra chez l'épicier, le silence se fit total. « Je ne sers pas les femmes de votre espèce, madame », lança l'épicier sans même la regarder, rangeant ses bocaux avec une lenteur calculée. « Monsieur le curé nous a prévenus. Une femme dont le mari meurt si opportunément et qui finit exilée par sa propre famille, il n'y a rien de bon à attendre de vous. Gardez votre or. Ici, nous ne vendons qu'aux honnêtes gens. » Éléonore sentit le rouge lui monter aux joues, non pas de honte mais de rage. « Mon mari est mort de maladie, et mon beau-frère est un voleur. Est-ce là l'honnêteté que vous prônez dans vos montagnes ?»« Sortez !» répéta l'homme, cette fois en pointant la porte du doigt. Elle sortit, la tête haute malgré les murmures qui l'escortaient. Sur le chemin du retour, elle croisa le curé du village, l'abbé Morel. Il s'arrêta, sa soutane noire faisant une tache sombre sur le chemin. Il ne la salua pas. « Madame, la solitude est le meilleur remède pour une âme tourmentée par le péché. Ne cherchez pas à corrompre ce village avec vos manières de la ville. Restez dans votre chalet et priez pour que votre châtiment ne soit pas plus lourd qu'il ne l'est déjà. » Pour la haute société lyonnaise, elle était une folle. Pour les paysans, elle était une maudite. Elle était prise entre deux mondes qui, bien que différents, utilisaient la même arme, le silence et l'exclusion. C'est alors que Gabriel apparut de nouveau. Il montait le sentier, menant un petit âne chargé de sacs de grains et de quelques outils de forge. Il avait vu la scène au village. Il connaissait ces gens, leur peur de l'étranger, leur soumission aveugle à l'autorité du clocher et de la gendarmerie. « Ils vous ont refusé le pain ?» demanda-t-il en arrivant à sa hauteur. Éléonore hocha la tête, les yeux secs. Ils préféreraient me voir mourir de faim pour confirmer leur superstition. Gabriel déchargea un sac de farine et le posa devant la porte du chalet. « Tenez, c'est du grain que j'ai moulu moi-même. Ne les laissez pas vous briser. Ils ne sont que les instruments d'un pouvoir qu'ils ne comprennent même pas. » Éléonore l'invita à entrer. À l'intérieur, elle lui montra la boîte en fer blanc. Gabriel, l'ancien clerc, s'assit à la table bancale. Il prit les documents un à un, ajustant ses lunettes de vue qu'il ne portait que pour lire. Ses mains de forgeron manipulaient le papier avec une délicatesse infinie. Plus il lisait, plus ses traits se durcissaient. « C'est du génie et de la pure scélératesse », murmura-t-il. « Hector n'a pas seulement volé vos biens, il a utilisé un vieux code de la dot qui date de l'époque napoléonienne, en le détournant grâce à la complicité du notaire. Ces signatures, je reconnais celles du préfet. Ils ont créé une toile d'araignée autour de vous. Ces papiers sont explosifs, Éléonore. Si vous les montrez à un juge honnête, Hector finit aux galères. Mais le problème, c'est de trouver un juge qui n'appartient pas à son cercle. » Il se leva et fit les 100 pas dans la petite pièce. « Et il y a autre chose. Ces documents mentionnent une réserve, une assurance de secours déposée en un lieu sûr sur les terres de l'alpage. Votre mari savait que s'il vous arrivait malheur, vous auriez besoin de moyens immédiats pour fuir ou vous défendre. » Éléonore pensa à Balthazar. Le cheval aveugle semblait s'être apaisé depuis l'arrivée de Gabriel. Elle sortit dans l'écurie, suivie du forgeron. Le percheron s'agita à leur approche, mais ce n'était pas de la peur. Il donnait des coups de tête répétés contre la cloison du fond, celle qui donnait directement sur la paroi rocheuse contre laquelle le chalet était construit. « On dirait qu'il veut sortir, mais pas par la porte », remarqua Gabriel. Le cheval commença à marcher avec une assurance étrange pour un animal aveugle. Il sortit de l'écurie et se dirigea droit vers un sentier escarpé, à peine visible sous les fougères et les ronces. Éléonore et Gabriel le suivirent. Balthazar ne trébuchait jamais.
Il semblait guidé par une carte invisible tracée dans sa mémoire ou par un instinct qui dépassait la vue. Ses oreilles pivotaient sans cesse, captant les échos de la montagne. Après 1 heure de marche silencieuse, le cheval s'arrêta net devant un amas de rochers recouvert de mousse épaisse. Il souffla bruyamment et gratta le sol. Gabriel écarta les branches pendantes et découvrit l'entrée d'une cavité naturelle dissimulée par une porte de bois rudimentaire que le temps avait presque fusionnée avec la pierre. « Une grotte » souffla Éléonore. À l'aide d'un levier improvisé, Gabriel fit sauter le verrou rouillé. L'intérieur était sec, protégé des intempéries. Sous une bâche de cuir, ils découvrirent plusieurs caisses en bois de chêne. À l'intérieur, ce n'était pas de l'or, mais des lingots d'argent massifs, soigneusement empilés. C'était la réserve de Philippe. Un trésor caché là où personne, pas même le plus cupide des frères, ne viendrait chercher. Balthazar s'approcha et posa son naseau sur l'épaule d'Éléonore. Le cheval aveugle les avait guidés vers la lumière. C'est à ce moment précis que le vent apporta un son qui glaça le sang de Gabriel. Le galop de plusieurs chevaux et le cliquetis métallique de sabres et de mousquetons. « La gendarmerie !» dit Gabriel, sa voix changeant instantanément de ton. Il monte vers le chalet. Il regarda Éléonore. Elle tenait un lingot dans une main et les documents dans l'autre. Elle comprit immédiatement. Hector n'allait pas attendre qu'elle meure de faim. Il avait appris, sans doute par l'épicier ou le curé, qu'elle recevait des visites du forgeron banni. C'était le prétexte parfait. La folle du chalet fréquentait un homme violent et marginal. Il venait pour l'interner. Une fois enfermée entre les murs de pierre d'un asile d'aliénés, elle ne sortirait plus jamais, et ses preuves disparaîtraient avec elle. « Vous devez partir, Éléonore, » dit Gabriel d'un ton pressant. « Prenez Balthazar. Il connaît les sentiers de chèvres que les chevaux des gendarmes ne pourront jamais emprunter. Traversez la crête et descendez vers le vallon voisin. J'ai un ami là-bas, un ancien greffier qui vit caché. Il vous protégera. »« Et vous » demanda-t-elle, saisie par l'angoisse. Gabriel eut un sourire amer. « Moi, je vais rester ici. Je vais les accueillir. Ils veulent un coupable ? Je leur en donnerai un. Je vais gagner du temps. »« Non, Gabriel, ils vont vous arrêter. Qu'ils essayent. J'ai passé ma vie à fuir les fantômes de mon passé, Éléonore. Aujourd'hui, j'ai enfin une raison de rester debout. Si je vais en prison, ce sera avec l'honneur que j'avais perdu à Lyon. Prenez ces papiers. Allez-vous-en. » Éléonore monta accrue sur le large dos de Balthazar. Le cheval sembla comprendre l'urgence de la situation. Gabriel frappa une dernière fois la croupe de l'animal pour l'élancer sur le sentier escarpé. Il regarda la silhouette de la femme et de la bête s'enfoncer dans les bois avant de se retourner vers le chalet. Il s'assit sur le seuil, sortit sa pipe et attendit. Quelques minutes plus tard, une dizaine de gendarmes, menés par un officier à la mine arrogante et par Hector de Valmont lui-même, débouchèrent dans la clairière. Hector, vêtu de ses plus beaux habits de voyage, descendit de sa monture avec une élégance affectée. « Où est-elle, forgeron » demanda Hector, un sourire cruel aux lèvres. « Où est ma pauvre belle-sœur égarée » Gabriel tira une bouffée de tabac. « Elle est là où vous ne pourrez jamais l'atteindre, monsieur de Valmont, dans un endroit où la vérité commence à faire son chemin. » Hector perdit son sourire. « Fouillez le chalet et arrêtez cet homme pour entrave à la justice et séquestration. » Tandis que les gendarmes malmenèrent Gabriel, le jetant au sol et le ligotant, Éléonore, perchée sur Balthazar, atteignait le sommet de la crête. De là, elle vit le chalet en bas, entouré par les troupes d'Hector. Elle vit l'homme qui l'avait aidé à être traîné comme un criminel. Ses larmes coulèrent enfin, brûlantes sur ses joues, mais ses mains ne tremblaient plus. Elle serrait les titres de propriété contre son cœur. Elle n'était plus seule. Elle avait Gabriel, elle avait Balthazar, et elle avait la preuve de l'infamie. La descente vers le vallon voisin fut un test de foi. Le cheval aveugle marchait sur des corniches étroites, évitant les trous et les pierres instables, avec une précision surnaturelle. Éléonore fermait les yeux, se laissant porter par cette force tranquille. Elle se rappela les paroles de Gabriel. Le système est une toile d'araignée. Eh bien, elle allait devenir la tempête qui déchirerait cette toile. Dans le vallon, elle trouva la cabane de l'ami de Gabriel, un vieil homme aux yeux vifs nommé Maître Lefebvre. Lorsqu'il vit Éléonore arriver sur le percheron, et lorsqu'il lut les documents qu'elle lui tendit,
Il comprit que le destin venait de frapper à sa porte. « Madame, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, ce que vous avez là est suffisant pour faire tomber un préfet et ruiner une dynastie. Mais Hector a la force brutale de son côté. Il va falloir agir vite. Dans 3 jours, il y a une vente aux enchères publiques à Lyon. Il va essayer de liquider vos terres pour effacer toute trace de sa fraude. C'est là que nous devons frapper. » Éléonore regarda ses mains, marquées par le travail du chalet et ses vêtements de deuil déchirés. Elle n'était plus l'aristocrate de Lyon. Elle était devenue une force de la montagne. « Préparez-moi, maître Lefebvre, dit-elle. Apprenez-moi chaque faille de ce code civil qu'ils utilisent comme un bouclier. Je ne retournerai pas à Lyon en victime. Je retournerai en juge. » Pendant ce temps, dans la cellule sombre de la prison locale, Gabriel écoutait le bruit des gardes. Il savait que sa vie était en jeu, mais un calme étrange l'habitait. Il avait vu l'éclat dans les yeux d'Éléonore. Il savait qu'il n'avait pas sacrifié sa liberté pour rien. La folle du chalet était en train de devenir le pire cauchemar d'Hector de Valmont. Mais Hector n'était pas un adversaire facile. En apprenant qu'Éléonore s'était échappée, il avait mis à prix sa tête, l'accusant de vol et de complicité de meurtre. La traque était lancée. Chaque sentier, chaque auberge était surveillé. Pour arriver à Lyon, Éléonore allait devoir traverser un pays entier qui la cherchait pour l'enfermer. Avez-vous déjà ressenti cette sensation, celle d'avoir le monde entier contre vous, avec pour seul allié une vérité que personne ne veut entendre? Éléonore était à ce point de bascule. Elle regarda Balthazar, qui se reposait dans la grange de Lefebvre. Le cheval aveugle avait fait sa part. C'était maintenant à elle de voir pour lui, pour Gabriel et pour tous ceux que le système avait broyés. N'oubliez pas de mettre une note sur 10 à ce stade de l'histoire dans les commentaires. La tension monte et le dénouement approche. Dans la 3e partie, nous verrons si la justice peut vraiment triompher de la corruption la plus profonde. Abonnez-vous pour ne pas manquer le final magistral de cette lutte pour la dignité. Éléonore prit une plume et commença à écrire. Ce n'était pas une lettre d'adieu, c'était un acte d'accusation qui allait faire trembler les fondations de la ville. Le silence de la nuit dans le vallon de Maître Lefebvre n'était troublé que par le crépitement d'une bougie et le souffle régulier de Balthazar dans la grange voisine. Éléonore ne dormait pas. Elle étudiait. Sous la direction de l'ancien greffier, elle apprenait à transformer les mots de son mari en une arme de destruction massive. Maître Lefebvre, avec ses doigts noueux et sa vue déclinante, pointait chaque paragraphe du Code civil. « Ici, Madame de Valmont, c'est ici que votre beau-frère a commis l'erreur fatale. Il a cru que le silence de la montagne couvrirait ses mensonges. Mais il a oublié que la loi, bien que lente, possède une mémoire de fer lorsqu'on sait où chercher. Grâce aux lingots d'argent découverts dans la grotte, ils avaient désormais les moyens de leur ambition. L'argent servit à louer une charrette couverte et à engager 2 hommes de confiance pour escorter Éléonore jusqu'à Lyon. Mais elle refusa de laisser Balthazar derrière elle. « Ce cheval a vu ce que les hommes refusèrent de voir, disait-elle. Il sera là quand la vérité éclatera. » Pendant ce temps, à Saint-Guérin, Gabriel croupissait dans une cellule humide. Hector de Valmont avait utilisé toute son influence pour que le forgeron soit traité comme un criminel de la pire espèce. Mais Hector commettait une erreur classique. Il sous-estimait la loyauté de ceux qui n'ont rien. Les villageois, bien que méfiants envers Éléonore, respectaient Gabriel. Ils voyaient l'injustice flagrante se dérouler sous leurs yeux. Un soir, le geôlier, dont Gabriel avait soigné le vieux chien quelques mois plus tôt, s'approcha des barreaux. Il ne dit rien, mais il laissa tomber une petite clé dans la paille. Gabriel comprit. Lefebvre avait agi. Le jour de la grande vente aux enchères arriva. Lyon était en effervescence. Dans les salons dorés de l'hôtel des ventes, la fine fleur de l'industrie et de la politique s'était réunie. Hector de Valmont, vêtu d'un habit de cérémonie impeccable, paradis au milieu de ses pairs. Il s'apprêtait à signer l'acte de vente des terres d'Éléonore à un consortium ferroviaire. Cette transaction allait faire de lui l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la région, effaçant à jamais le spectre de sa trahison. « Messieurs, commença Hector d'une voix de stentor, c'est un jour de progrès. Ces terres, autrefois gérées avec, disons, une certaine légèreté par mon regretté frère et sa malheureuse veuve, vont enfin servir l'avenir de la France. L'industrie ne peut attendre les caprices de ceux qui ont perdu la raison. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Le marteau du commissaire-priseur se leva.
Adjugé pour... C'est à cet instant précis que les grandes portes à double battant de la salle d'apparat volèrent en éclats. Le fracas fit sursauter l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Une femme se tenait là. Elle ne portait plus ses haillons de deuil, mais une robe de soie d'un bleu profond, aussi sombre que le ciel de montagne avant l'orage. Son visage était calme, sa posture d'une rectitude absolue. Elle n'était plus la mendiante jetée dans la boue, elle était la tempête incarnée. Mais ce qui glaça le sang de l'assistance, ce fut ce qui l'accompagnait. Éléonore tenait par la bride un percheron massif, dont les sabots résonnaient avec une force tellurique sur le parquet ciré. Balthazar, le cheval aveugle, entra dans le sanctuaire de la corruption. Ses yeux d'un blanc laiteux semblaient y fixer chaque personne présente, révélant la noirceur de leurs âmes par son simple passage. « Cette vente est illégale. » La voix d'Éléonore résonna, claire et tranchante, dominant le tumulte naissant. Hector devint livide. Il tenta de reprendre contenance. « Garde, sortez cette folle. Comment osez-vous profaner ce lieu avec une bête de somme ?»« La folle vous apporte la vérité, Hector, » répliqua Éléonore en s'avançant jusqu'au centre de la salle. Elle ne tremblait pas. Elle posa la boîte en fer blanc sur la table du commissaire-priseur. « Et ce cheval, que vous avez condamné à mort par pur mépris, a été le gardien des preuves de votre infamie. » Le tumulte monta d'un cran. Les journalistes présents sortirent à leur carnet. C'est alors qu'une seconde silhouette apparut derrière Éléonore. Gabriel, vêtu d'un costume sombre mais élégant que Lefebvre lui avait fourni, entra à son tour. Il tenait à la main un document frappé du sceau de la cour d'appel. « En ma qualité d'ancien clerc de notaire et de témoin assermenté, déclara Gabriel d'une voix qui fit taire la salle, je présente ici l'acte de dot inaliénable de Madame Éléonore de Valmont. Cet acte prouve que M. Hector de Valmont a falsifié les registres fonciers avec la complicité de Maître Morin, ici présent. » Le notaire Morin, assis au premier rang, tenta de s'enfuir, mais il fut intercepté par 2 agents de la sûreté qui attendaient dans l'ombre. Lefebvre n'avait pas chômé, il avait alerté les rares magistrats qui n'étaient pas encore sous la coupe d'Hector. Hector, acculé, perdit toute trace de son élégance aristocratique. Son visage se déforma sous la rage. « Ce ne sont que des mensonges, ces papiers sont des faux. » Éléonore s'approcha de lui, si près qu'il put voir le reflet de sa propre déchéance dans ses yeux sombres. « Vous avez tout pris, Hector. Mon nom, ma maison, ma dignité. Vous pensiez que la montagne m'étoufferait. Mais la montagne m'a rendu la vue. Elle m'a montré que la véritable noblesse ne se trouve pas dans vos titres de propriété, mais dans la loyauté de ceux que vous méprisez. » Elle se tourna vers l'assemblée, montrant Balthazar. « Regardez ce cheval. Il est aveugle. Et pourtant, il a trouvé le chemin de la grotte où mon mari avait caché la preuve de votre trahison. Il n'a pas eu besoin d'yeux pour voir votre pourriture. Quelle est votre excuse, à vous tous qui voyez si bien et qui avez laissé faire ?» Le silence qui suivit fut le plus lourd de toute l'histoire de Lyon. Le préfet, sentant le vent tourner et craignant pour sa propre carrière, se leva brusquement. « La vente est suspendue. Une enquête immédiate est ordonnée. Monsieur de Valmont, vous êtes prié de nous suivre pour répondre de ces accusations de fraude et de spoliation. » Hector fut emmené sous les huées d'une foule qui, quelques minutes plus tôt, l'admirait. C'est la nature humaine, on adore voir tomber ceux qu'on a trop haut portés. Le dénouement fut rapide et impitoyable. Les documents trouvés dans la boîte en fer blanc étaient irréfutables. Hector finit ruiné. Ses biens saisis pour rembourser les dettes colossales qu'il avait contractées en spéculant sur l'héritage d'Éléonore. Il fut banni de la haute société lyonnaise et finit ses jours dans l'anonymat d'une province lointaine, hanté par le souvenir du cheval blanc qu'il avait dénoncé. Mais le plus beau restait à venir. Éléonore ne retourna pas à sa vie de mondaine. Elle n'avait plus rien en commun avec ces gens qui l'avaient abandonnée au premier signe de faiblesse. Elle utilisa sa fortune retrouvée pour transformer le vieux chalet d'alpage. Ce n'était plus une ruine, c'était devenu le refuge de la clarté. Quelques mois plus tard, la vie avait repris ses droits sur les hauteurs de la Haute-Savoie. Le chalet avait été restauré avec soin, le bois sombre brillant désormais sous les soins constants. Mais ce n'était pas un château. C'était un lieu de travail et de guérison. Éléonore y accueillait des femmes que la vie avait brisées, des veuves dépouillées, des orphelines sans ressources. Elle leur apprenait à lire, à comprendre leurs droits et à ne plus jamais avoir peur des hommes comme Hector. Gabriel, lui,
n'était plus seulement le maréchal Ferrand, il était devenu le protecteur du domaine. Il avait installé une forge moderne au pied de la colline où il formait des jeunes apprentis. Entre lui et Éléonore, il n'y avait pas besoin de grands discours. Leur lien avait été forgé dans l'adversité, tempéré par la boue et l'injustice. Ils marchèrent souvent ensemble à la fin de la journée, observant le soleil se coucher derrière les cimes. Et puis il y avait Balthazar. Le vieux percheron n'était plus l'animal décharné qu'Éléonore avait trouvé dans l'obscurité. Sa robe était devenue d'un blanc éclatant, ses flancs étaient ronds, et il se déplaçait dans le domaine avec une liberté totale. Il connaissait chaque pierre, chaque arbre, chaque recoin. Il était le patriarche des lieux, respecté par tous les autres animaux que le refuge accueillait désormais. Dans la scène finale de notre récit, on voit Éléonore et Gabriel marcher côte à côte sur le sentier escarpé. Éléonore tient la main de Gabriel, et de l'autre, elle caresse l'encolure de Balthazar qui marche entre eux. Le cheval est toujours aveugle. Ses yeux perlent fixés sur un horizon qu'il ne verra jamais avec sa chair, mais qu'il ressent avec son âme. Il s'arrête au sommet de la crête, là où Hector l'avait abandonné quelques mois plus tôt. Éléonore regarde la vallée en bas, là où les lumières de la ville commencent à s'allumer. Elle ne ressent plus de colère, seulement une immense paix. « Vous savez, Gabriel, murmure-t-elle, Hector pensait m'envoyer ici pour mourir dans l'oubli. Il ne savait pas qu'en me jetant dans cette montagne, il me donnait la seule chose que l'argent ne peut pas acheter, la liberté d'être moi-même. » Gabriel sourit, son regard se perdant dans la brume du soir. Il a oublié une règle fondamentale de la nature, Éléonore. Les racines les plus fortes sont celles qui poussent dans la terre la plus dure. Balthazar hennit doucement, un son de contentement qui semble résonner dans toute la montagne. Le message est clair pour quiconque veut l'entendre. L'obscurité n'est jamais définitive. Elle n'est qu'un voile que l'on finit par déchirer si l'on possède le courage de marcher, même sans voir le chemin. C'est ici que s'achève l'histoire d'Éléonore de Valmont, de Gabriel le forgeron et de Balthazar le cheval aveugle. Une histoire qui nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes prêts à défendre. L'injustice peut triompher un jour, un mois ou un an, mais elle finit toujours par se briser contre le roc de la résilience humaine. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la leçon la plus précieuse que vous retirez de ce voyage? Est-ce la force d'Éléonore, la loyauté de Gabriel ou l'instinct de Balthazar? Dites-le-moi dans les commentaires et donnez une note finale à ce récit de 1 à 10. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous cette étincelle de justice, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications. Nous avons encore tant de récits à vous conter, tant de destins à explorer dans les replis de l'histoire. Votre présence à nos côtés est notre plus belle récompense. Rappelez-leur qu'au bout du sentier le plus sombre, il y a toujours un chalet qui attend d'être transformé en refuge. Prenez soin de vous et gardez toujours les yeux du cœur bien ouverts. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans les mystères du passé.